Bonjour et bienvenue, on va se poser ensemble une question qui a l'air toute simple mais qui en fait est super profonde. Au fond, qui est sur Terre pour travailler? C'est une question qui nous oblige un peu à repenser notre lien à la technologie et même le sens de nos vies. Alors allons-y, plongeons direct dans le sujet qui fâche, la fameuse angoisse que tout le monde a en tête. C'est la grande crainte de notre époque, non? Les robots, l'intelligence artificielle, est-ce que tout ça va, au final, nous piquer notre job et nous rendre inutiles? Mais en fait, cette peur, elle n'a rien de nouveau, hein. C'est une sorte d'anxiété qui revient à chaque fois qu'il y a une grosse avancée technologique. L'idée que les machines vont nous remplacer, c'est une histoire qui est presque aussi vieille que la révolution industrielle elle-même. Et ce qui est intéressant, c'est quand on essaye de voir les choses sous un autre angle. Prenez cette citation d'Henri Hazlitt. Ce qu'il nous dit, en gros, c'est que le plein emploi, si ça veut dire un travail de forçat pour tout le monde, eh bien ce n'est pas un signe de progrès, c'est même tout le contraire. Ça nous fait nous demander, est-ce que le but, c'est vraiment de bosser toujours plus? Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. Et si, depuis le début, on se trompait complètement de débat? Si la vraie question, ce n'était pas de sauver nos emplois à tout prix, mais de penser à quelque chose de bien plus fondamental. Voilà, c'est ça le point clé. La distinction est hyper importante. D'un côté, il y a le travail. Bon, c'est un moyen, un outil pour avoir un revenu et payer les factures. Et de l'autre, il y a le fait de vivre, notre vraie raison d'être, là, sur Terre. Et cette phrase, elle résume tout. C'est l'idée centrale qui change toute notre façon de voir les choses. On ne vit pas pour travailler, on travaille pour vivre. Ça paraît évident, mais c'est une évidence qu'on a peut-être un peu tendance à oublier. Alors, si on part de ce principe, le robot change complètement de statut. D'un coup, ce n'est plus un concurrent, mais ça devient un outil formidable. Un levier en fait pour produire plus, souvent mieux, et générer plus de revenus, tout ça en bossant moins. Et attention, ça, ce n'est pas juste une belle idée en l'air. Regardons un cas très concret, le Japon. Là-bas, ils font face à un gros défi, une population qui vieillit très vite. Eh bien, au lieu de voir les robots comme une menace, ils les voient comme une solution pour aider les personnes âgées à rester autonomes à la maison. Et devinez quoi? Ça crée de toutes nouvelles industries, de nouvelles opportunités. Cette citation de Bertrand de Jouvenel, elle est géniale parce qu'elle montre bien ce potentiel retournement de situation. L'idée, c'est que le capital, et aujourd'hui ça inclut les robots, l'automatisation, pourrait être au service des travailleurs, et pas l'inverse, comme ça a souvent été le cas. Bon, alors comment on fait pour que ça arrive? Une des propositions, c'est de se diriger vers une société d'entrepreneurs. L'idée, c'est que les gens ne seraient plus des simples salariés, mais des acteurs qui possèdent et qui pilotent leurs propres outils de production, y compris bien sûr les robots. La nuance ici, elle est super importante. On passe de la peur d'un robot qui travaille à notre place, et là oui, c'est une menace, on se sent remplacé, à l'idée d'un robot qui travaille en notre nom. Et là, ça change tout. Il devient une sorte d'extension de nous-mêmes, un outil qu'on contrôle. Et la conclusion de ce modèle, elle est vraiment forte. Si on contrôle les robots, alors le progrès technologique n'est plus du tout une menace. Au contraire, ça devient une opportunité. Tout le monde aurait intérêt à ce qu'il y ait de plus en plus de robots et qu'ils soient de plus en plus performants, puisqu'ils travailleraient pour nous. Mais ok, au-delà de l'économie et de la société, cette révolution nous pousse à réfléchir à un truc encore plus profond. C'est quoi au juste la valeur des choses? Regardez ce buste, celui de Maria Duglioli Barberini. Il a été sculpté en 1626. C'est d'une finesse incroyable. On peut à peine imaginer l'effort humain, le temps, le talent qu'il a fallu pour arriver à ce résultat. C'est un pur chef-d'œuvre du travail de l'homme. Et on va finir sur cette question. Si, aujourd'hui, un robot pouvait refaire cette sculpture à l'identique, est-ce qu'on l'admirerait de la même façon? Est-ce que la beauté d'une œuvre peut être séparée de l'effort humain qui l'a créée? La question reste ouverte et elle nous invite à repenser la place de l'humain dans ce monde de machines. Merci d'avoir suivi cette analyse.